Le 30 juin 1960, le Congo belge devient enfin indépendant. Un rêve caressé depuis plus de 80 ans. Dans les rues, les chants et les danses s'élèvent. Mais au milieu de cette euphorie, le navire Congo avance déjà dans des eaux troubles. À sa tête, un premier ministre flamboyant, Patrice Lumumba, décidé à montrer au monde ce que peut accomplir l'homme africain lorsqu'il est libre. Pour l'ancienne puissance coloniale, il est un obstacle. Pour son peuple, il est un symbole. Mais le jeune État a peu de cadres compétents et son armée est encore dirigée par des officiers belges. Le 4 juillet 1960, les militaires du camp Léopold, à Léopoldville et de Thysville exigent l'africanisation des postes de commandement. Le lendemain, la mutinerie éclate. Le général belge Janssens, chef de la force publique, a provoqué la colère en écrivant sur un tableau « Après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Lumumba réagit sans hésiter. Il limoge les officiers belges, rebaptise l'armée nationale congolaise, ANC, et nomme de jeunes officiers congolais à leur place. Parmi eux, un certain Joseph Désiré Mobutu devient chef d'état-major. Très vite, les tensions s'enflamment. Le 11 juillet, avec l'appui discret de la Belgique, Moïse Tshombe proclame la sécession du Katanga, province minière essentielle à l'économie congolaise. Le 8 août, Albert Kalonji fait de même au Sud Kasaï, riche en diamants. Le rêve d'un Congo unifié se fissure. L'ONU exige le retrait des troupes belges, mais refuse de s'impliquer dans ce qu'elle qualifie d'affaires internes. Lumumba, acculé, se tourne vers l'URSS. L'aide soviétique arrive, attisant la méfiance de Washington et de ses alliés. Fin août, Lumumba décide de briser les sécessions, en commençant par le Sud Kasaï. Il envoie l'ANC dirigé par Mobutu. Le 27 août, Bakwanga, capitale de la région, tombe. Kalonji s'enfuit vers Elisabethville chez Tshombe et lance un appel à la résistance. « Arrêtez-les, coupez-leur la tête. Ils n'ont pas de balles, seulement des papiers. » L'armée congolaise, formée dans la dure tradition coloniale, répond par une répression sanglante. Les massacres choquent l'opinion internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, parle même de possible génocide. Lumumba est discrédité. Les pressions s'intensifient. Les puissances occidentales cherchent un moyen de l'écarter. Sous l'influence de l'ABACO, des partis anti-lumumbistes, des diplomates belges, américains et français de l'ONU et même du clergé catholique Joseph Kasavubu, président de la République, cède. Le 5 septembre, à 20h, il annonce à la radio nationale la destitution de Lumumba, l'accusant de plonger le pays dans une guerre atroce. Quelques heures plus tard, Lumumba riposte. Il déclare la décision nulle et non avenue, destitue à son tour Kasavubu et le traite de valet de l'impérialisme. Le sommet de l'État sombre dans la cacophonie. C'est dans ce chaos que les puissances étrangères se tournent vers un jeune colonel en qui elles voient un allié, et qui, dans l'ombre, entretient déjà des liens avec la CIA, Joseph Désiré Mobutu. Mais qui est-il? Quel est son parcours? Qui êtes-vous? Vous êtes le colonel Mobutu, mais encore. Je suis congolais, originaire de la province de l'Équateur. Je suis né à Lissala, dans la même province, le 14 octobre 1930. Donc j'ai presque 30 ans. Mes études, je les ai commencées ici à Léopoldville pour les continuer à Coquetteville, à l'école moyenne des frères des écoles chrétiennes. Après mes études moyennes, j'ai été mobilisé, donc incorporé à la force publique pour un terme de 7 ans. J'ai passé 2 années à l'école des comptables dactylographes de Louloabourg. Ensuite, j'ai été attaché au quartier général de la force publique pendant 4 ans, ici à Léopoldville. À ma démobilisation, j'ai été engagé en qualité de journaliste à l'Avenir de Léopoldville, avant d'être nommé rédacteur en chef des actualités africaines. 2 ans et demi plus tard, j'ai représenté le même journal au congrès de la presse coloniale à Bruxelles, dans le cadre de l'exposition internationale. 1 mois après, je suis retourné, cette fois avec ma famille, pour poursuivre mes études en Belgique. Je me suis inscrit à l'Institut supérieur d'études sociales. J'ai représenté en même temps le parti de M. Lumumba à la table ronde économique et sociale de Bruxelles. C'est à l'issue de cette conférence, n'est-ce pas, que j'ai été appelé au Congo pour préparer les dossiers économiques et financiers à l'intention du gouvernement congolais. 2 jours avant mon retour, n'est-ce pas, en Belgique, M. Lumumba m'a demandé de faire partie de son gouvernement. J'ai accepté parce que l'heure était décisive pour le pays. Pendant les mutineries de la force publique, on m'a demandé, en ma qualité d'ancien militaire, de passer à l'armée. J'ai accepté et j'y suis encore. Maintenant, mon colonel, comment voyez-vous l'avenir du Congo? Je suis optimiste. Après, n'est-ce pas, ma révolution pacifique, qui est celle d'ailleurs de l'armée,
J'ai été contacté, M. Kasavubu et Lumumba, pour voir, n'est-ce pas, quelle était la position de chacun. Il est maintenant question, n'est-ce pas, d'organiser une grande table ronde politique qui réunira, n'est-ce pas, tous les grands leaders nationaux. Puisque le problème qui se pose actuellement au pays n'est plus un problème qui concerne deux hommes, mais plutôt un problème national. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Le 14 septembre 1960, à 20h, Mobutu prend la parole à la radio. L'armée a pris en main la situation du pays en neutralisant le président et le Premier ministre pour laisser aux politiciens le temps de se mettre d'accord. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais d'une révolution pacifique. L'armée ne prend pas le pouvoir, elle accorde une trêve aux politiciens. Puis d'un ton sec, il ordonne aux diplomates soviétiques de quitter le Congo sous 48 heures. Lumumba est placé en résidence surveillée. Mobutu installe un gouvernement provisoire, le collège des commissaires généraux, composé de techniciens et de civils. Kasavubu reste président, mais le véritable arbitre du pouvoir, c'est désormais Mobutu. Après de longues discussions avec Patrice Lumumba, Antoine Gizenga reçoit une mission capitale, réorganiser le gouvernement légitime à Stanleyville, bastion du lumumbisme. Le 15 octobre, le gouvernement pro-Lumumba est officiellement reconstitué. Plusieurs partis et provinces se rallient à lui, le MNCL, le Balubakat, le CEREA, ainsi que les gouvernements des provinces orientales du Haut-Katanga et du Kivu. Ainsi naît la République libre du Congo, rapidement reconnue par 21 pays dont l'URSS, la Chine, Cuba, la Yougoslavie et plusieurs États africains. Mais Lumumba, placé en résidence surveillée, tente de s'évader pour rejoindre Stanleyville. Il est capturé par des soldats fidèles à Mobutu, transférés d'abord à Tisville, puis livrés à Moïse Tshombe, au Katanga. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné aux côtés de 2 de ses compagnons. Sa mort laisse le pays éclater. 4 entités se partagent désormais le territoire. Le gouvernement central comprend vite qu'uni, le Congo est plus fort. Il lance alors une campagne de reconquête. Le 11 novembre, Gizenga est arrêté, transféré à Léopoldville, puis interné sur l'île de Boulambemba. Le 30 décembre, c'est au tour d'Albert Kalonji d'être capturé après une campagne militaire sanglante marquée par le massacre de milliers de civils. Il parvient à s'évader le 7 septembre 1962 et tente de former un nouveau gouvernement qui ne tiendra qu'un mois. Le 15 janvier 1963, l'ONU met fin à la sécession katangaise. Le Congo retrouve enfin les frontières de son indépendance. Mobutu, désormais figure centrale de l'armée, veut moderniser ses forces. Le 31 mai, il est reçu à la Maison-Blanche par le président John F. Kennedy, qui se déclare prêt à répondre à toute demande d'aide. Parmi ses requêtes, Mobutu demande même à suivre une formation de parachutiste, pour lui-même. Mais la paix est de courte durée. En juillet, Pierre Moulélé, ancien ministre de Lumumba, déclenche une rébellion dans le Kwilu. En avril 1964, Christopher Guebeni, le général Olenga, Gaston Soumialo et Laurent Désiré Kabila lancent à leur tour la rébellion des Simba à l'est. Stanleyville tombe entre leurs mains. Le 4 août, ils proclament la République populaire du Congo. Une nouvelle fois, le pays est divisé. Réunifier le Congo devient une urgence vitale. C'est la mission que s'attribue le colonel Mobutu. L'armée ne s'occupera plus jamais de la politique. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Malgré la débâcle de ses soldats, il bénéficie du soutien de combattants étrangers. Vétérans de la guerre du Vietnam contre révolutionnaires cubains, mercenaires européens. Mais face aux Simba, la victoire reste incertaine. Mobutu se tourne vers un ancien allié, Moïse Tshombe, l'ex-sécessionniste katangais, exilé à Madrid depuis la fin de la crise du Katanga. Avec l'appui de Mobutu, le président Kasavubu rappelle Tshombe et le nomme Premier ministre. Dans ses valises, Tshombe ramène ses anciens gendarmes katangais et une armée de mercenaires blancs. La contre-offensive est lancée. La rébellion est écrasée. Mobutu et Tshombe en sortent auréolés de gloire. En 1965, Tshombe règne sur la scène politique congolaise. Sa popularité est fulgurante, son autorité incontestée. Il vise désormais la présidence, le mandat de Kasavubu touchant à sa fin. Depuis 1 an, je vis éloigné du Congo et j'ai souvent affirmé mon intention d'y revenir au moment opportun. Kasavubu, voyant en lui un rival redoutable, entre en confrontation ouverte. Le 13 octobre 1965, à l'ouverture solennelle du Parlement, coup de théâtre, Kasavubu annonce la destitution de son Premier ministre. Pris de court, Tshombe se tourne vers ses soutiens américains et belges, mais il reste silencieux. La CIA, cependant, garde un atout en réserve, Mobutu.
Figure montante de l'armée, il se montre prêt à arbitrer le conflit. Le 19 novembre, Kasavubu le nomme lieutenant général. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle restera. Le 24 novembre, à l'occasion du premier anniversaire de la reconquête de Stanleyville, tous les officiers supérieurs de l'armée sont réunis à Léopoldville. Mobutu, désormais ministre de la Défense de facto, organise une réunion nocturne à son domicile. À table, un invité discret mais influent, l'auditeur militaire belge Van Hallewijn. Vers 2h du matin, Van Hallewijn rédige le communiqué qui scellera le destin du pays. Communiqué du haut commandement de l'armée nationale congolaise, 25 novembre. Les autorités militaires constatent la faillite totale de la classe politique, engagée dans une lutte stérile pour le pouvoir au détriment du bien-être des citoyens. Les chefs militaires réunis autour du lieutenant général Mobutu décident, premier, la destitution de Joseph Kasavubu de ses fonctions de président de la République. Deuxième, le renvoi d'Évariste Kimba, formateur du gouvernement. Troisième, le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu assumera les prérogatives du chef de l'État. Le 25 novembre, Mobutu s'adresse à la nation. La course au pouvoir est finie. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire. Il prend le pouvoir pour 5 ans. Kasavubu est placé en résidence surveillée dans un camp militaire. Tshombe, lui, reprend le chemin de l'exil, de la Rhodésie du Nord à la Belgique pour finir en Espagne. Kinshasa, 12 décembre 1965. Le stade Roi-Baudouin, aujourd'hui Tata Raphaël, est plein à craquer. Sous un soleil implacable, toutes les forces vives de la République sont rassemblées. L'armée, les fonctionnaires, les chefs coutumiers, les diplomates, et surtout une foule immense venue écouter celui qui tient désormais les rênes du pays. Mobutu monte à la tribune. Le silence se fait, il entame son discours par un avertissement « Je vous dirai toujours la vérité, aussi dure qu'elle soit. C'en est fini de vous assurer que tout va bien, alors que tout va mal. Et je vous le dis tout de suite, dans notre cher pays, tout va réellement très mal. » Puis vient une analyse implacable. Il dénonce les querelles politiciennes, le chaos, le désordre et l'incompétence qui, selon lui, ont miné la nation. Le Congo produit de 2 à 10 fois moins de maïs, de riz, de manioc, de coton et d'huile de palme qu'avant l'indépendance. Le pays ne peut plus nourrir ni habiller ses propres enfants. La haine, le gaspillage et la corruption ont remplacé la fraternité, le développement et le bien-être. Et il accuse, se remplir les poches, exploiter le Congo et les Congolais, voilà ce qu'était leur devise. Puis le ton change. L'homme appelle au travail, à la discipline, à l'effort collectif. Il nous faut retrousser nos manches. Pour relever le Congo, il faudra des bras, beaucoup de bras. Sous les acclamations, Mobutu remonte symboliquement ses propres manches, promettant de donner l'exemple. Il annonce que dès le lendemain, les plus hautes autorités devront obligatoirement cultiver un champ d'au moins 1 hectare. Lui-même s'y engagera. Les projets sont grandioses, le barrage d'Inga, l'usine sidérurgique de Maluku, mais les mesures sont aussi sévères. Réduction des salaires des députés, suspension du droit de grève, maintien de l'interdiction des quelques 223 partis politiques recensés au Congo. Enfin, Mobutu fixe l'horizon. J'ai décidé de rester au pouvoir 5 ans. Il a fallu 5 ans aux politiciens pour conduire le pays à la ruine. Je me donne 5 ans pour, avec votre aide, le conduire vers la prospérité. Et il conclut, confiant, le Congo d'aujourd'hui, avec sa misère, sa faim et ses malheurs, se transformera en un pays riche et prospère que le monde nous enviera. Novembre 1965. À peine arrivé au pouvoir, Joseph Désiré Mobutu impose un changement radical dans la vie politique congolaise. Il se dote immédiatement de pouvoirs spéciaux. 1 mois plus tard, en décembre, les partis politiques se sont purement et simplement supprimés. Les tribunaux militaires voient leurs compétences s'élargir. Le 23 mars 1966, Mobutu s'attribue le pouvoir législatif et annonce vouloir que le président soit élu au suffrage universel. Mais dans les faits, le Parlement cesse d'exister. Face à la classe politique, il tient des propos glaçants. L'armée a décidé, plus de politiciens. Aucun. C'est clair, et si un homme politique s'avise de tenir un meeting, on l'enverra devant un tribunal militaire. 5 ans de prison. La République démocratique du Congo entre dans une nouvelle ère, celle de la discipline militaire et de la centralisation absolue du pouvoir. Dans l'est du pays, épicentre des rébellions, Mobutu entreprend une tournée de réconciliation nationale. Il reçoit des ovations, mais reste ferme. Pour les anciens chefs rebelles réfugiés à l'étranger, il n'y aura ni négociation, ni pardon. En revanche, il tend la main aux combattants congolais égarés, leur promettant sécurité s'ils rejoignent la reconstruction nationale. Pour restaurer un État unitaire, Mobutu redessine la carte administrative. De 21 provinces, il en conserve seulement 12, supprimant les entités à caractère tribal. Les gouverneurs deviennent de simples agents de l'État,
nommés dans des régions autres que celles d'où ils sont originaires pour briser toute velléité de baronnie locale. Puis vient une mesure hautement symbolique, la fin des noms coloniaux. Léopoldville devient Kinshasa, Elisabethville devient Lubumbashi, Stanleyville devient Kisangani, une réappropriation identitaire qui marque les esprits. Mobutu continue de vivre au camp des paracommandos et n'occupe pas le palais présidentiel. En avril, à Nairobi, il obtient l'engagement des pays africains d'interdire toute activité politique ou militaire aux réfugiés congolais en échange de l'expulsion des mercenaires étrangers. Le 2 juin, 4 figures politiques sont publiquement accusées de complot contre l'État. Parmi elles, Évariste Kimba, dernier chef du gouvernement civil avant le coup d'État. En démocratie, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point c'est tout, il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Le 30 juin 1966, lors du 6e anniversaire de l'indépendance, Mobutu frappe un grand coup symbolique. Il réhabilite la mémoire de Patrice Lumumba et le proclame officiellement héros national. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, premier martyr de notre indépendance économique. Ce jour-là, Mobutu se présente comme l'homme capable d'unir les symboles du passé à son propre projet d'avenir. Un Congo fort, discipliné et dirigé d'une main de fer. Le 13 juillet, les Américains informent Mobutu qu'un coup d'État en faveur de Moïse Tshombe est prévu pour le 21 juillet. 200 mercenaires sud-africains et rhodésiens y participeraient. À la date prévue, rien ne se produit. Mais 2 jours plus tard, les unités du colonel Ferdinand Chipola s'emparent de Stanleyville, laissant la rive gauche de la ville sous contrôle de l'armée nationale congolaise. Chipola dénonce une discrimination dans les promotions militaires et conteste la légitimité du coup d'État de Mobutu, affirmant qu'il n'avait pas été associé à cette prise de pouvoir. Des négociations sont engagées avec les mutins, exigeant la présence de Godefroy Munongo à Kisangani. Mais l'intransigeance des gendarmes bloque toute issue. Ils menacent Mobutu de mort et exigent la démission du général Bobozo, chef de l'ANC. La tension monte encore lorsqu'un jeune capitaine abat le colonel Tchachi, commandant local de l'armée. Il est aussitôt exécuté. Sur place, la présence de quelques 500 mercenaires rend la situation plus complexe. La majorité, menée par le Belge Jean Schramm, reste fidèle à l'ANC. Le Français Bob Denard, d'abord neutre, finit par rejoindre Mobutu après avoir été grassement soudoyé. L'échec des opérations de réconciliation conduit à une offensive militaire. Le 23 septembre, l'ANC, appuyée par les hommes de Bob Denard et plus discrètement par ceux de Schramm, reprend Stanleyville. Les ex-gendarmes katangais battent en retraite vers l'Angola. En mars 1967, leur procès s'ouvre, ainsi que celui du colonel Chipola et de Moïse Tshombe. Le verdict est sans appel, la peine de mort. Mais Tshombe est en exil en Espagne. Enlevé dans des circonstances troubles, il est conduit en Algérie. Mobutu réclame son extradition pour le pendre publiquement, mais le président algérien refuse. Les démarches congolaises échouent et, le 29 juin 1969, Tshombe meurt en détention en Algérie. Le 5 juillet 1967, une nouvelle crise éclate. Jean Schramm et Bob Denard déclenchent une mutinerie à Bukavu et à Kisangani.
À Kisangani, l'ANC riposte et reprend la ville. Mais le 7 août, Bukavu tombe aux mains des mercenaires. Schramm y proclame un gouvernement provisoire du Congo libéré, présidé par le colonel Léonard Monga. Mobutu reçoit alors un soutien de poids, les États-Unis, le Burundi, le Ghana et l'Éthiopie. À Kinshasa, il fait construire la Cité de Loa, aujourd'hui Cité de l'Union africaine, pour accueillir, du 11 au 14 septembre 1967, le 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. La conférence promet de l'aider à débarrasser le pays des mercenaires. Ici Radio Bukavu, ici le Léopard libre, la voix du Congo renaissant. Le gouvernement de salut public, siégeant à Bukavu, a pris la décision de constituer dans les prochaines heures le gouvernement provisoire du Congo libéré. Ce gouvernement, présidé par le colonel Monga, comprendra des responsables de l'administration du Kivu, des chefs coutumiers et les délégués des formations et mouvements ralliés à notre action. Le colonel Monga, le Katangais, le voici. En Europe, on dit qu'il faut collaborer avec les mercenaires. Et le mot mercenaire n'est pas un bon mot en Europe. Écoutez, le mot mercenaire n'est pas employé justement. Parce que, bon, appelons ça mercenaire. Mais à la solde de qui? Actuellement, s'ils sont mercenaires, à la solde de qui? De moi je n'ai pas de l'argent pour pouvoir payer le mercenaire. Donc, ils ne peuvent pas être employés à la solde de mercenaires. Ce sont des volontaires. Mobutu lui-même, d'ailleurs, il a très bien répété que ce sont des mercenaires. Et ce sont des volontaires. Volontaires. Avez-vous des objections contre le mot mercenaire? Oui, 100%. Je suis contre car je ne suis pas mercenaire. Premièrement, je suis volontaire. Il n'y a personne qui sait me montrer un contrat. Je n'ai jamais signé un contrat, ni même un de mes soldats, moi, africains, n'importe qui n'a pas de contrat. Ce qu'on veut uniquement, c'est que la population maintenant s'exprime, étant donné que nous, on a fait le grand coup. C'est maintenant la population à s'exprimer et de choisir elle-même un gouvernement national. On a donné l'indépendance, c'est un fait certain, on l'a donné. On est même très fiers de l'avoir donné. Mais qu'au moins qu'ils prouvent qu'ils respectent le matériel qu'on leur a donné. Parce que la moindre brique qui a été posée par les Européens. Ils n'ont jamais fait la brique, ils n'ont pas inventé la brique, ils n'ont pas inventé ni même la roue. Alors qu'ils respectent au moins le matériel qu'on leur a donné. Les Katangais l'ont respecté, étant donné qu'au Katanga, il n'y a jamais eu de casse, ni de ruine, rien du tout. Nous avons essayé de refaire la même chose dans le Maniema, ça a été fait. Du 29 octobre au 5 novembre 1967, l'ANC, commandée par le général Léopold Massiala, lance l'assaut final. Le 3 novembre, Schramm et ses hommes capitulent. Internés au Rwanda sous contrôle de la Croix-Rouge, on compte 129 mercenaires et 2500 ex-gendarmes katangais, familles comprises. Mobutu exige des pays d'origine des mercenaires une indemnisation pour les destructions commises à Bukavu. Aux Katangais, il offre l'amnistie et garantit leur sécurité. Le 4 avril 1968, les mercenaires sont évacués du Rwanda, promettant de ne plus jamais remettre les pieds en Afrique. Beaucoup de Katangais choisissent l'exil en Angola. Ceux qui rentrent au Congo sont transférés dans les forêts de l'Équateur, où ils disparaissent dans l'ombre. En mai 1966, Mobutu obtient du gouvernement belge la réouverture du dossier du contentieux hérité de la colonisation. Le 7 juin, il promulgue l'ordonnance-loi connue sous le nom de loi Bakadjika. Cette mesure vise à remettre de l'ordre dans le domaine foncier. Durant l'époque coloniale, une grande partie des meilleures terres indigènes avait été attribuée aux colons. Désormais, l'État congolais se réserve la pleine disposition de tous les droits fonciers, forestiers et miniers. Au cœur de cette bataille se trouve l'Union minière du Haut-Katanga, véritable empire industriel qui fournit à l'État la moitié de ses revenus, 70% de ses rentrées en devises et fait vivre 100 000 personnes. Au Katanga, elle produit chaque année 300 000 tonnes de cuivre, dont les 2/3 raffinés sur place, 10 000 tonnes de cobalt, soit la moitié du marché mondial, 175 000 tonnes de concentré de zinc, ainsi que divers métaux précieux. Des négociations s'ouvrent pour créer une société de droit congolais détenue à parts égales entre l'État et l'UMHK, tout en conservant la participation publique dans l'entreprise originelle. Mais les discussions se heurtent à de profonds désaccords. Le 8 décembre, la rupture est consommée. Le 23, l'Union minière annonce qu'elle ne transférera pas son siège à Kinshasa. Le 31 décembre 1966, Mobutu franchit le pas. L'Union minière est nationalisée et devient la Gécamine. Dans la foulée, l'État prend aussi des parts majoritaires dans d'autres sociétés stratégiques comme la minière de Bakwanga, productrice de diamants. Le dimanche 23 janvier 1967, Kinshasa assiste à une cérémonie insolite, les funérailles de l'UMHK. Des jeunes brandissent une croix sur laquelle est accroché un casque colonial portant l'inscription « Repose en paix, UMHK », née en 1906 et morte le 31 décembre 1966. Un Congolais, déguisé en prêtre, conduit la parodie de rites funéraires.
Les restes, symboliques du géant minier, sont jetés dans le fleuve pour ne pas troubler les esprits des ancêtres. Quelques mois plus tard, le 20 mai 1967, Mobutu fonde le mouvement populaire de la révolution, le MPR. Le manifeste de Nsele, charte idéologique du mouvement, proclame un nationalisme teinté de révolution et d'authenticité. Cette révolution se veut véritablement nationale, essentiellement pragmatique, rejetant à la fois capitalisme et communisme. L'un des slogans résume la position, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Le 24 juin, une nouvelle constitution est adoptée. Elle instaure un régime unitaire à présidence forte et limite la vie politique à seulement 2 partis. Mobutu précise, le deuxième parti doit être le parti de ceux qui ont un autre programme nettement opposé au nôtre. Un choix qui laisse à réfléchir. Qui prendrait un tel risque, à moins d'avoir un amour immodéré pour la démocratie? Ce même jour, une nouvelle monnaie est introduite, présentée comme l'une des plus fortes au monde. Sur proposition de l'historien Jean Vansina, elle prend le nom de Zaïre. Le 2 octobre 1968, Mobutu tend un piège à l'ancien chef rebelle Pierre Moulélé. Par une amnistie trompeuse, il l'attire dans ses filets. Le lendemain, le 3 octobre, Moulélé est exécuté dans une violence inouïe. Vivant, on lui arrache les oreilles, coupe le nez, arrache les yeux de leurs orbites pour les jeter à terre, ses organes génitaux sont tranchés, ses bras et ses jambes butés, les restes de son corps, noués dans un sac, sont jetés dans le fleuve. Dans ce climat d'autoritarisme croissant, une nouvelle tension éclate. En 1968, les étudiants congolais réclament la décolonisation de l'université, dont l'enseignement reste calqué sur le modèle belge. Leur protestation inquiète Mobutu, qui convoque une conférence sur la réforme des universités. On y discute non seulement de la décolonisation des programmes, mais aussi des conditions de vie souvent précaires des étudiants. Le 4 juin 1969, lors d'une manifestation à Kinshasa, la tension atteint un point de non-retour. Des soldats ouvrent le feu, tuant un nombre de personnes encore inconnues. Les corps sont rapidement saisis par l'armée, enterrés en masse pour dissimuler l'ampleur du massacre. Mais la nouvelle se répand. Le choc est immense. La popularité de Mobutu en sort profondément ébranlée. Furieux, il ferme l'université, renvoie les étudiants dans leurs familles jusqu'à la rentrée suivante, dissout leurs associations et les absorbe dans la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, JMPR. 30 leaders étudiants sont condamnés à des peines allant de 2 à 20 ans de prison. 2 ans plus tard, le 2 juin 1971, les étudiants organisent une messe en hommage à leurs camarades tombés en 1969. Un cercueil symbolique est porté sur la pelouse et les slogans fusent. Le MPR devient dans leur chant le mouvement des pourris de la République ou encore mort pour rien. La troupe intervient, tire en l'air, mais cette fois aucune victime. Mobutu réagit avec la même fermeté. Il ferme de nouveau l'université et enrôle de force les étudiants dans l'armée pour un service de 2 ans. En novembre 1970, les 5 années que Mobutu s'était accordées pour redresser le pays touchent à leur fin. Il dirige désormais un État pacifié, dont il contrôle toutes les institutions. Le multipartisme a disparu, l'opposition n'existe plus, l'armée lui est acquise corps et âme. La bataille pour la reconquête des richesses minières a tourné à son avantage et il bénéficie du soutien du bloc occidental. Il avait promis de rendre le pouvoir. Il n'en est plus question. Le Parlement est dissous. Le 1er novembre, Mobutu se présente seul à l'élection présidentielle et, sans surprise, est élu au suffrage universel. En décembre, une révision constitutionnelle consacre le parti unique, le mouvement populaire de la Révolution, désormais institution suprême de la République. C'est dans ce contexte qu'il lance la politique de l'authenticité ou zaïrianisation, destinée, selon lui, à décoloniser les esprits. Le 14 février 1971, à Dakar, il en expose les principes. Le MPR a besoin d'une âme, c'est l'authenticité. Nous voulons être des Congolais authentiques. Le pays change de visage. Provinces, villes, rivières et avenues sont rebaptisées. La République du Congo devient le Zaïre, avec un nouveau drapeau tricolore, vert pour la terre, or pour ses richesses, rouge pour la révolution. Chaque matin à 8 h, l'hymne la zaïroise retentit et le Salongo, travail collectif obligatoire, mobilise les citoyens chaque samedi. Les Zaïrois doivent désormais porter un nom africain. Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga, le guerrier tout-puissant qui va de conquête en conquête sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Dans les rues, le costume occidental disparaît au profit de la Abacoste, veste sobre inspirée du style maoïste. En janvier 1972, l'Église catholique entre en conflit ouvert avec le régime. Le cardinal Malula critique l'imposition de noms africains comme une atteinte aux droits des familles. Mobutu réagit avec violence. Le 22 janvier, une campagne de dénigrement est lancée. Le cardinal est expulsé de sa résidence,
puis contraint à l'exil à Rome. L'authenticité devient bientôt culte de la personnalité. Le 4 décembre 1975, Léon Angulu déclare « Le MPR doit être considéré comme une église dont la religion est l'authenticité » et son fondateur comme un messie. Quelques jours plus tard, la fête de Noël disparaît du calendrier, les cours de religion sont supprimés et, chaque soir à la télévision, le visage de Mobutu apparaît dans les nuages avant le journal. À son retour de Corée du Nord, il fait placer son portrait à la place des crucifix dans les hôpitaux et ajoute son effigie à l'insigne du parti. Officiellement, il n'est pas Dieu, mais ne nie pas être le Messie. Le 15 août 1974, une nouvelle constitution consacre le mobutisme comme doctrine d'État. Mobutu préside toutes les institutions, exécutifs, législatifs, judiciaires. Il nomme tous les responsables régionaux. Désormais, nul ne peut voyager sans carte de membre du MPR. Maloula n'avait rien à voir avec l'État d'un côté ou l'Église de l'autre. Pour nous, c'était un individu, citoyen zaïrois avant tout, censé se soumettre aux lois nationales de son pays avant la loi canonique. C'est clair. L'homme qui vous parle est un catholique comme Maloula. Mobutu ne voit que les intérêts de son pays, avant toute autre chose. Lorsque les intérêts de la République du Zaïre sont en jeu, il m'arrive même d'oublier que je suis catholique. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Maloula. Je dis bien l'affaire Maloula, mais pas conflit Église-État, comme vous le dites là. Tout ce que nous demandons à Maloula, c'est ça. C'est de se sentir avant tout zaïrois. Parce que pour nous, il est né zaïrois avant de devenir prêtre. Zaïrois, il est prêtre de Dieu, il l'est devenu. Seulement par après. C'est clair. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. On ne peut pas. Voyez, encore une fois, vous péchez contre notre authenticité. Il ne faut pas voir nos problèmes ici comme si nous étions des Belges. Nous avons été colonisés par la Belgique. C'est historique. On ne peut pas le nier. L'histoire nous marque, vous marque là-dessus, c'est tout. Mais une seule chose est certaine, c'est que malgré cette colonisation, ne croyez pas que vous avez laissé 21,5 millions de Belges ici. Non, depuis l'indépendance, disons plutôt depuis le 24 novembre 1965 jusqu'à ce jour, mon travail consiste à rappeler à chacun de mes concitoyens que nous sommes des Zaïrois, nous devons le rester. C'est ça l'authenticité. Et pour en revenir à l'affaire Maloula, c'est clair, c'est une affaire déjà réglée, ça appartient au domaine du passé. On peut en parler, mais à l'imparfait, c'est fini tout ça. Mais je suis sûr qu'à son retour, il comprendra ses erreurs du passé et il s'en sortira désormais plus zaïrois que jamais. C'est ça le problème. Je savais que vous alliez en arriver là. Vous savez que la Kotonko existe depuis 1921 au Zaïre. En 62, les responsables cotonniers, qui sont dans leur grande majorité les Belges, ont profité de cette situation pour faire signer au gouvernement de l'époque des choses que je trouve inacceptables pour un gouvernement sérieux. Grâce à ces accords, à cette convention, tout ou presque est supporté par le gouvernement zaïrois. Donc, l'usinage, les frais de transport, depuis le point d'achat jusqu'à l'usine supportée par le gouvernement zaïrois, la campagne cotonnière supportée par l'État zaïrois. Tout ce qu'on peut trouver depuis 1962 chez les cotonniers, même les crayons, les gommes qu'ils utilisent pour les travaux normaux dans les bureaux, supportés par l'État zaïrois. Tous les frais généraux par l'État zaïrois. C'est inadmissible pour un pays jeune, sous-équipé, comme je l'ai dit l'autre jour. Nous avons dit non, nous avons renoncé à cela. Un exemple type. Dans la région de l'Équateur, à Boussinga, une usine est tombée en panne depuis 4-5 ans.
Pour son remplacement, il fallait simplement sortir 5 millions de francs belges pour la remettre en état. Mais nos amis n'ont pas fait. Depuis l'indépendance, je dis bien depuis l'indépendance, c'est la 12e année, ces messieurs n'ont pas sorti un seul centime pour investir nulle part. Et dans le cas de Bousinga, qu'est-ce qui se passe? Tout le coton de la région de Bousinga, puisque c'est au frais de l'État, donc de la princesse, on le transporte depuis Bousinga jusque dans les Ouélés. Ça vous fait plus de 400-500 km. Aller-retour au frais de l'État. Au lieu de sortir 5 millions, ils n'investissent. Tout a d'ailleurs été amorti depuis 3, 4, 5 ans. Ils travaillent comme ça, ils tournent et tout, et ça augmente le prix. Ce sont des vieilles usines, des vieilles machines. Et nous ne touchons même pas à leurs usines. Nous avons fait le nécessaire auprès de certains pays. Nous allons acheter d'ici la fin de l'année nos propres machines, on va monter ses propres usines et ils peuvent démonter leurs vieilles machines et partir avec, parce que j'ai vu dans certains journaux il y a des passages où on disait bon, cela correspond à une mesure de nationalisation. Il n'en est pas question. Les machines resteront telles quelles. Nous les avons réquisitionnées tout simplement pour ne pas tout arrêter inutilement et faire souffrir les paysans. Le 4 octobre 1973, à la tribune des Nations Unies, Mobutu livre un discours marquant. Il y dénonce l'impérialisme, le racisme, le mépris et la ségrégation. Dans un geste audacieux, il annonce l'ouverture d'une coopération avec la Chine et rompt les relations diplomatiques avec Israël. Quelques semaines plus tard, le 30 novembre, il frappe un grand coup. Tout ce qui appartient encore, dans l'économie, à des étrangers, sera remis aux fils du pays. Commerce, plantation, exploitation forestière, industrie, sociétés immobilières, tout doit changer de main. Les propriétaires étrangers seront, promet-il, indemnisés dans un délai de 10 ans. Mais cette redistribution profite avant tout aux proches du pouvoir. Ministres, dirigeants du MPR, députés et collaborateurs directs du président s'emparent des biens. Mobutu lui-même s'octroie 14 plantations prospères regroupées dans un conglomérat, cultures et élevages du Zaïre, le Celsa, devenant ainsi le 3e employeur du pays derrière l'industrie minière et l'État. La zaïrianisation nationalise les sociétés agricoles, les grandes propriétés et les unités commerciales détenues par des étrangers. Des nationaux, souvent sans expérience ni compétences, sont parachutés à leur tête. Rapidement, les conséquences se font sentir. Pillage, mauvaise gestion, infrastructures dégradées, machines inutilisables, main-d'œuvre démotivée. L'économie, déjà fragilisée par le départ des Belges et les crises politiques des années 1960, s'effondre encore davantage. Le 31 décembre 1974, Mobutu dresse la liste des 10 fléaux qui rongent le pays. Chômage, inflation, crise agricole, enrichissement d'une minorité, individualisme, injustice sociale. Pour y remédier, il annonce la révolution dans la révolution. Radicaliser l'authenticité, combattre la bourgeoisie et nationaliser les principales entreprises, y compris celles tout juste attribuées à des Zaïrois. Un vaste plan de mobilisation rurale, des brigades de production et un programme de réfection du réseau routier sont lancés. 120 compagnies industrielles, en majorité belges, protégées par le Code des investissements, sont placées sous le contrôle de l'État et désormais dirigées par des délégués généraux zaïrois, parmi lesquels on retrouve tout le gratin des politiciens. Au bout du compte, seule une poignée d'entreprises zaïrianisées sont reprises par l'État. La situation continue de se détériorer, les délégués généraux se remplissent les poches. Devant le constat de l'échec généralisé, le 25 novembre 1975, Mobutu fit marche arrière en procédant à la rétrocession de certaines plantations et autres industries aux anciens propriétaires. Mais beaucoup d'entre eux ne revinrent pas. Après de longs mois de négociations, la plupart des biens radicalisés sont restitués et leurs propriétaires indemnisés, le gouvernement belge ayant consenti à avancer l'argent nécessaire. Mobutu sera, début 1978, le dernier acquéreur à s'acquitter de son obligation en rendant 51% de leurs biens aux étrangers qu'il avait lésés. Après des années d'instabilité, Mobutu nourrit l'ambition de transformer le Zaïre en une puissance industrielle et agricole. Il veut bâtir un avenir et canaliser son énergie vers le développement. En 1969, il fonde l'Institut supérieur en études agronomiques de Bengamissa, destiné à former une nouvelle génération de cadres agricoles. 2 ans plus tard, en 1971, naît la société textile de Kisangani, fruit d'une convention signée avec le groupe français Beaujolin et Scié.
Les travaux débutent en 1973 et en 1975, la production démarre, faisant vivre jusqu'à 10 000 personnes dans la région. Les projets d'envergure se succèdent. La construction du barrage d'Inga 1, commencé en 1968, s'achève en 1972. Avec ses 351 MW, c'est un exploit technique, tout comme la ligne à haute tension Inga-Chaba, la plus longue du monde, 1800 km, ponctuée de 10 000 pylônes. En 1972 également, Mobutu inaugure la fonderie sidérurgique de Maluku, conçue pour produire chaque année 250 000 tonnes d'acier, soit 4 fois les besoins du marché national. Une partie de cet acier servira plus tard à la construction du Stade des Martyrs en 1988. En 1975, il lance la construction du Palais du Peuple, confié aux Chinois pour un coût de plus de 42 millions de dollars. D'autres réalisations jalonnent la décennie. Le pont de Matadi, la cimenterie nationale, le complexe agro-industriel de Nsele, l'aéroport international de Kisangani, le barrage de Mobaye, la Comingem, le centre de commerce international du Zaïre, la tour de l'échangeur de Limeté, le théâtre de verdure, qui accueillera James Brown, Myriam Makeba, Johnny Hallyday et B.B. King, et la cité de la voix du Zaïre, inaugurée en 1976. Le sport devient aussi un outil de prestige. Le 12 mars 1974, l'équipe nationale de football remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Quelques mois plus tard, le 30 octobre, le stade Tata Raphaël de Kinshasa accueille un événement qui entre dans la légende. Le combat du siècle, le Rumble in the Jungle, entre George Foreman et Mohamed Ali. À 4 heures du matin, pour correspondre au prime time américain, le monde entier assiste à la victoire éclatante d'Ali. Cette nuit, la foule en délire, debout, hurle, certains se sautent dans les bras, d'autres pleurent. Leur refrain, Ali Bomaye, pour Mobutu, c'est un cadeau au peuple zaïrois et une vitrine internationale pour son pays. En 1975, il se tourne même vers l'espace. L'Allemand Lutz Kaiser fonde l'OTRAG, une société spécialisée dans la construction de lanceurs spatiaux à faible coût. Séduit par l'idée, Mobutu lui concède un territoire de 100 000 km² au Katanga avec un droit de jouissance intégral pour 50 ans. Les premiers essais sont prometteurs, mais le troisième, auquel Mobutu assiste en personne, tourne à la farce. Prévu pour le matin, le lancement est retardé pendant des heures, le temps que le maréchal et sa suite arrivent. Les moteurs, eux, ne peuvent attendre. Dès le décollage, la fusée pique du nez et s'écrase dans la vallée voisine. Les images, captées par les caméras, deviennent le symbole involontaire d'un régime dont les ambitions grandioses se heurtent trop souvent à la réalité.